Pendant les travaux Cinéma Reste Ouvert, au mois de janvier, on consacre une émission à ce qu'on appelle le cinéma pré-code, le pré-code hollywoodien. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il y a une série de DVD, une deuxième salle de DVD que la Warner sort aujourd'hui sous le titre, la bannière Forbidden Hollywood, c'est un peu plus sexy, le Hollywood interdit, mais en fait ça concerne une série de films qu'on appelle les films pré-code. Alors voilà par exemple deux exemples, Babyface, un film d'Alfred Green de 1933, et puis un formidable film, peut-être un des plus beaux films de William Wellman, Heroes for Sale, Héros à vendre, un film qui date pareil de cette même période. Alors, qu'est-ce que c'est que le Hollywood pré-code ? C'est une période qui va de 1930 à Hollywood à 1934. Donc pré-code, ça veut dire que c'est une série de films qui viennent après ce qu'on appelle le code. Le code, c'est quoi ? C'est le code Hays, réalisé par un code mis au point par un presbytérien payé à prix d'or par Hollywood à l'époque, qui s'appelait William Hays, et qui tout simplement régulait une sorte de code de censure, des bonnes mœurs, des bonnes conduites, des thèmes qu'on pouvait aborder ou non. Il y avait une liste de choses qui étaient évidemment interdites, ayant trait à la violence, à la drogue, à l'homosexualité, à l'adultère, etc., etc. Donc ce code, il est connu parce que c'est celui qui va en gros régler les représentations du cinéma hollywoodien de 1934 précisément à 1968, qui sera l'année de sa disparition. C'est intéressant d'ailleurs de se dire que 68 c'est aussi le début du nouvel Hollywood, et c'est à la fin du code Hays. C'est une fois que le code Hays disparaît, notamment sous les coups de boutoir de films que sont Les 12 salopards de Robert Aldrich, Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, la disparition du code Hays va, on pourrait dire, être synchrone avec ce qu'on appelle la naissance du nouvel Hollywood, et une forme de libéralisation d'un seul coup des représentations, des normes, de la violence, du sexe, etc. Mais il y a eu un Hollywood pré-code. Le pré-code, c'est tout simplement cette période qui va de 1930 à 1934, au cours de laquelle, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas qu'il n'y avait pas de code avant. Il y en avait un, le fameux code Hays qui va régler le Hollywood classique dans les années 40, 50 et jusqu'au début 60, et est mis en place précisément en 1929. C'est là d'un seul coup que on pourrait dire qu'il y a une série de lobbies, d'intellectuels et surtout d'ailleurs de lobbies catholiques, qui sont très très forts aux États-Unis, regardent d'un mauvais œil cette espèce de production un peu licencieuse qui se fait à Hollywood. On pourrait presque dire que ce sont les puritains de la Nouvelle-Angleterre qui regardent d'un mauvais œil la débauche californienne, quoi, si on veut. Et ils décident à la toute fin des années 20 de dire il faut l'image que donnent les films hollywoodiens à nos enfants sont catastrophiques. En gros, la glorification de la violence, des gangsters, c'est l'époque de l'ennemi public, l'époque de Scarface, de War Dogs, de tous ces films qui montrent plutôt des gangsters mais qui ont la belle vie, qui ont des voitures, des bijoux, des femmes, de l'argent, et même s'ils sont tués à la fin, leur vie est quand même beaucoup plus désirable qu'en l'occurrence là, la vie de l'Amérique sous la dépression. Bon. Et ces gens-là vont commencer à vouloir faire pression auprès d'Hollywood, et Hollywood va tout simplement aller chercher un homme qui s'appelle William Hays en le payant extrêmement cher et en lui disant il faut qu'on régule tout ça. Et en 1929, ce fameux code est rédigé. Donc il y a vraiment un code de censure qui interdit un certain nombre de choses qui est rédigé, mais le problème c'est qu'entre le moment où le code est rédigé en 1929, on vient après l'époque des pionniers et des muets, et le moment où il va être appliqué, en 1934, il y a 4 années extrêmement étranges dans l'histoire du cinéma hollywoodien, qu'on oublie souvent, parce qu'on pense que l'histoire d'Hollywood, c'est une longue déglaciation, on pourrait dire, ou un grand réchauffement des représentations, allant de façon un peu corsetée au début, jusqu'à 68, qui serait l'explosion. Et pas du tout. Entre 30 et 34, il y a comme une sorte d'anomalie à l'intérieur de l'histoire d'Hollywood, où on va avoir des films, une série de films extrêmement libres, extrêmement osés, abordant des sujets incroyables, extrêmement critiques, et qui vont être réalisés au cours de ces 4 années. Ce sont des films qui racontent aussi une Amérique extrêmement brutale, très très violente. Un film comme Heroes for Sale par exemple de William Wellman, qui à mon avis est un des plus beaux films de la période, qui raconte l'histoire d'un vétéran de la Première Guerre mondiale qui a été blessé et qui à cause de sa blessure est obligé de prendre de la drogue. C'est un des rares films à aborder frontalement à cette époque-là le problème de la drogue. Cet homme-là revient de la guerre et se rend compte que l'acte héroïque qui lui l'a sauvé et son escouade a été volé par quelqu'un d'autre. Et le film, en l'espace d'une heure et demie, raconte un nombre de péripéties absolument incalculable, montre combien le patriotisme est une valeur totalement relative à une époque où Hollywood fera plus tard des films qui disent au contraire l'importance du héros américain, son comportement pendant la guerre. Là, pas du tout. C'est un film avec des phrases, des propos absolument incroyables, on pourrait dire anticapitalistes. Il y a même presque des moments, presque des rêves collectivistes à l'intérieur de ce film-là, qu'est Heroes for Sale. Donc on pourrait multiplier les exemples. C'est presque une sorte d'âge d'or et libertaire du cinéma américain pendant à peu près 4-5 ans. C'est ça qu'on appelle évidemment le pré-code. Et au fond,
Quand le code est écrit en 29, il y a eu une série d'événements qui ont peu à peu enfoncé le coin dans la tolérance, on pourrait dire, des ligues de décence et du public américain. Et ça, on pourrait lire par exemple Hollywood Babylon de Kenneth Anger, qui raconte très bien ça. Et notamment, il y a une série d'affaires, de scandales, qui vont peu à peu mettre la puce à l'oreille des décences catholiques américains en disant à Hollywood, il y a un petit problème. Et parmi ces différentes affaires, il y en a deux. Là, il y a d'abord l'affaire Fatty Arbuckle, ce Roscoe Arbuckle, ce comique qui avait travaillé notamment avec Chaplin, etc., qui un jour de 1922 est retrouvé est accusé d'avoir violé une femme dans un hôtel de San Francisco. Ce n'est pas tant ce qui s'est passé ce jour-là qui provoquera le scandale que le récit lors du procès qui est fait de cette soirée, cette fête de bacchanal, de soirée de débauche. À l'époque, le public américain est extrêmement choqué. Il y a l'assassinat d'un cinéaste américain qui s'appelle William Damon, qu'on enquête sur lui, on se rend compte que chez lui trônent des centaines de photographies pornographiques, ça sont des moments importants. Et puis finalement, pour quelle raison on parle de code de censure, d'avant, d'après, de pré-code, de post-code, etc. C'est que il y a dans l'histoire du cinéma américain une date qu'on oublie souvent, qui est absolument fondamentale, c'est 1915. 1915, c'est l'année où Griffith vient de sortir Naissance d'une nation, et c'est un procès qui a lieu en 1915 et qui oppose, on pourrait dire, la boîte de production de l'époque, la Mutual, au gouvernement américain. Tout le problème à ce moment-là d'Hollywood, c'est de faire passer le cinéma sous l'égide du premier amendement de la Constitution, c'est-à-dire d'en faire une œuvre d'art, liberté d'expression, comme la presse. Bon. Ce jour-là, Hollywood va perdre. Ce qui veut dire qu'en 1915, plus jamais Hollywood sera les films hollywoodiens et donc le cinéma sera protégé par le premier amendement. Donc il passe du statut possiblement d'œuvre d'art, auquel cas la censure n'aurait pas pu s'exercer de la même manière, au statut de produit commercial contrôlable. Et en fait, on ne pourrait presque dire que cette grande histoire du code, entre le moment où il est écrit, le moment où il est appliqué, le moment où il va fonctionner à plein, et le moment où il va être évidemment mis à bas à la fin des années 60. On pourrait presque dire que cette histoire-là, si on doit lui trouver un acte de naissance, une date de naissance, c'est 1915 et ce fameux procès à l'époque de Griffith.